Donc je vais vous raconter une longue histoire d'amour avec le séquençage. Voilà. Comment ça s'est passé, comment ça s'est organisé, comment on a fini par être un laboratoire monstrueux en termes de capacité de séquence. Et la leçon à tirer de ça, c'est que plus, si vous le pouvez, si vous avez l'énergie et les capacités, plus on vous embête, plus vous êtes bon. Voilà, c'est comme ça. C'est-à-dire que c'est les obstacles qui rendent intelligent. Il y a un moment où je disais, quand j'étais à la faculté de médecine, où on avait étendu notre laboratoire sur une dizaine de sites différents en prenant un morceau ci, un morceau là. Je disais, quand on visitait notre laboratoire, vous savez, je suis le rat le plus intelligent de la faculté de médecine parce que j'ai tellement eu d'obstacles dans ma vie que je connais tous les coins pour aller chercher à manger quand même. Ouais. Donc voilà les éléments sur lesquels je vais parler. Le premier séquenceur que j'achète, que je fais acheter grâce au premier projet de recherche clinique qui est mis en place en France, en 92 par Kouchner, j'achète un séquenceur automatique de type ALF, qui va être le premier séquenceur automatique. D'accord ? Et d'une manière très intéressante, avec des éléments qui, vous voyez, ne sont toujours pas aussi convaincus qu'il était, c'est Kouchner avait réagi pour lancer le projet hospitalier de recherche clinique à un travail que j'avais fait faire à Marseille en 90 par celui qui a inventé la bibliométrie, d'accord ? Il s'appelle Garfield. Je l'avais invité ici pour mettre en place les structures d'évaluation des médecins et il avait fait une étude sur la France. Et cette étude sur la France montrait que la France était très mauvaise en recherche médicale. Déjà, vous voyez que les ennuis ont commencé il y a bien longtemps, puisque c'était le domaine dans lequel, par domaine scientifique, nous étions les plus mauvais. Et ce document qu'on a publié ici, que j'ai toujours, de la faculté de médecine, a transité à travers deux collègues jusqu'à Kouchner, qui a dit c'est honteux. En pratique, l'INSERM ne faisait pas son travail. On savait déjà qu'il ne faisait pas son travail pour le sida, parce qu'il avait fallu créer une agence pour s'occuper du sida, alors que c'était la plus grosse maladie nouvelle de toutes. L'INSERM ne pouvait pas s'en occuper. Et donc, il a créé le projet hospitalier de recherche clinique avec les fonds de la sécurité sociale plutôt que de la recherche. Donc, c'est la santé qui a commencé à financer la recherche. Et donc, ça, c'était le premier appel d'offres. Et on a eu dans un laboratoire de microbiologie clinique, le premier au monde, au laboratoire de microbiologie clinique, on avait ça. Et je vous assure, depuis, à chaque fois que je suis allé aux États-Unis, qui était à l'époque l'endroit dans lequel on pensait qu'il y avait les meilleurs endroits, je suis allé au Massachusetts General Hospital, je suis allé au NIH, ils n'ont jamais eu notre niveau d'équipement. Jamais. À l'époque, ils n'avaient pas de séquenceur automatique pour faire la microbiologie nulle part. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles on l'a fait, c'est pour le 16S, ça c'est une grande série qu'on a fait avec Michel, avec un papier qui est très cité, mais probablement que le premier a été fait avec Véronique Roux pour identifier, et donc c'est la première chose que l'on ait faite, c'est faire de la taxonomie pour identifier les bactéries. En particulier, on ne pouvait pas identifier les bactéries intracellulaires, elles se ressemblaient toutes, d'accord ? Il n'y avait pas de très peu de caractères biochimiques, bien qu'on ait commencé à faire un peu des caractères biochimiques avec Michel sur les Bartonella en réalité. Et donc, on a été obligé de se servir de la biologie moléculaire pour identifier les bactéries intracellulaires, et c'est comme ça qu'on a fait une vraie révolution dans les bactéries intracellulaires. Deuxièmement, j'étais chef de service en 89, mais en 92, je suis devenu aussi chef de service à la Timone. J'avais demandé à Philippe Demico, qui était un virologue, qui était chef de service dans les hôpitaux sud, de superviser la virologie. Mais en réalité, c'était trop complexe. Et puis, il y a eu un problème du départ du responsable du centre de transfusion sanguine. Et vous savez qu'on sortait de l'épisode du sang contaminé. Il n'y avait pas un virologue responsable d'un centre de transfusion sanguine en France. Et donc, j'ai demandé à Philippe Demico s'il voulait devenir le directeur du centre de transfusion sanguine. Je connaissais suffisamment de gens pour faire que ce soit possible s'il était d'accord. Il a été d'accord, et donc j'ai dû gérer aussi à la Timone
la virologie avec mon amie Catherine Tamalet. J'ai conseillé à Philippe Demico qui m'a demandé conseil en me disant qu'est-ce que tu me conseilles de faire maintenant, recherche en virologie, j'appelle ça parce que les gens ne savent pas ça, je lui ai dit écoute fais de la recherche en virologie sur les maladies transmises par le sang, parce que vraiment comme ça il y aura un centre pour ça, et fais de la recherche en virologie sur les virus transmis par les arthropodes, de manière à ce que ce soit cohérent avec ce que nous faisons nous sur les rickettsia. Et j'ai envoyé Rémi Charel qui voulait absolument pas faire de virologie mais faire de la bactériologie aux États-Unis, chez David Walker, où il y avait les meilleurs spécialistes d'arbovirologie. Il y allait à contre-pied, mais pendant 2 ans, et il est revenu faire des arbovirus parce que j'ai obligé à faire de la virologie. C'est bien que vous connaissiez l'histoire, parce qu'après, celle que les autres vous raconteront n'est pas certainement la vérité. Toujours est-il que quand je suis arrivé, je me suis très bien entendu avec Catherine, qui s'entendait assez mal avec mon prédécesseur, et qui essayait de survivre en passant entre les gouttes, en faisant du sida. Mais, pardon Catherine, tu sais depuis longtemps, sa science ne me convainquait pas. Voilà. Elle faisait de la science française qui était mauvaise. La science française pour le sida, ça a été bon pendant 3-4 ans, quand Montagnier et son équipe ont commencé à découvrir les virus. Là, c'était top. Après, si vous voulez, c'est devenu quelque chose qui n'a pas eu une significativité. Il y a eu plein d'argent, et parfois c'est contre-productif, l'argent, les associations, l'excitation médiatique, ce qu'on vit maintenant, on l'a déjà vécu, nous, avec le sida, hein, c'était terrible. Hein. Mais du coup, comme moi j'avais commencé à faire beaucoup de séquences, j'ai dit à Catherine, écoute, qui avait confiance en moi, et puis je ne sais pas si elle a le choix non plus, en tout cas, je lui ai dit, tu as fait par confiance ou par obligation ? Par confiance. J'ai dit à Catherine, écoute, tu vas faire les séquences. Alors, quand on dit avec Catherine, on fait les séquences, on dépose un projet à l'ANRS, et les gens du conseil scientifique, que nous retrouvons en grande partie dans le conseil scientifique actuel pour les Covid, parce que ceux-là, ils sont tous les conseils scientifiques, disent, c'est idiot de faire de la séquence. Et ce qui était un grand point, on ne peut pas comprendre ensuite, nous, les stratégies qu'on a prises, ni les premières hostilités qu'on a eues. C'est que moi, j'étais un amoureux de la séquence, et je vais vous dire pourquoi. C'est parce que la séquence, c'est vrai. Vous voyez, tous les trucs des immunologistes, là, ils sont gentils. C'est pas sûr que ce soit vrai. Une séquence, c'est une séquence. C'est pas entièrement vrai. Je vais vous expliquer pourquoi c'est pas entièrement vrai. Mais c'est à peu près vrai. C'est-à-dire que vous déposez une séquence, vous pouvez un peu vous tromper, mais vous ne pouvez pas tricher, vous ne pouvez pas manipuler les circonstances pour faire que, vous savez, quand vous faites de la biologie cellulaire, selon que vous rajoutez un peu plus de sucre, un peu moins de sucre, ou vous changez de sérum de veau fœtal, ou qu'il y a des antibiotiques sans que vous le sachiez, dans le sérum de veau fœtal, les réactions sont différentes. Donc ce n'est pas de la science stable, et moi ça ne me plaisait pas. J'aime bien ce qui est stable, un peu de stabilité. Moi je voulais que, quand on fait une séquence, finalement, vous pouvez revenir. Si, il y a toujours les banques de données, vous pouvez revenir 1000 ans après, c'est vrai. Hein. Donc, moi, ça me plaît de faire des choses qui sont vraies, stables, vraies. D'accord ? Et donc, c'est pour ça que je suis amoureux de la séquence. Et les gens qui me regardaient faire de la séquence, me traitaient d'imbécile. Bon, bien sûr, d'abord, ça me gêne beaucoup, puis je crois que c'est pas vrai. Et donc, je trouvais ça désagréable. Et donc, j'ai dit, s'ils me traitent d'imbécile, c'est qu'il faut le faire, parce que ça veut dire que ce sont des gens qui ne comprennent rien à la vie. Donc je décide de ça, je vois ça, et puis, heureusement, après un avis négatif de tous les scientifiques de l'époque, Jean-Paul Lévy, qui était le directeur de l'ANRS, et qui me connaissait, et qui se méfiait un peu, a dit « achetez donc son séquenceur à Raoult ». Voilà. Et donc, on a eu notre deuxième séquenceur, qui était un ABI, et donc, on a commencé à constituer ça, et Catherine, pour pouvoir analyser ces données qui étaient un monde nouveau pour elle, s'est entourée de Noira Yahi et de son époux Jacques Fantini. Vous voyez, ça c'est le premier papier, qui a été fait sur la série ici réalisée de séquences HIV. Au bout de quelques années, c'était une des 3 premières banques de séquences HIV au monde. D'accord ? Et pendant ce temps, les autres. Alors pourquoi elle disait, ça ne sert à rien, elle disait, vous n'avez qu'à l'externaliser,
Et donc, si vous voulez externaliser, on va vous rendre une séquence. Mais c'était, comme d'habitude, vous savez, les gens qui ne réfléchissent pas pensent qu'il ne faut pas, c'est pas la peine de faire les choses par soi-même, de les regarder par soi-même, ce qui est l'inverse de ce qu'on a passé notre vie à faire. Et donc, si vous regardez ici, vous voyez une chose. Il y a deux manières d'interpréter ces séquences. La manière des gens qui ne savent pas ce qu'est une séquence, une grande partie des gens, une énorme partie des gens, et les gens qui regardent. Donc, si on avait envoyé cette séquence, on nous aurait répondu, c'est pas compliqué, votre séquence, elle est là, et hop, 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 hop. Et de ça, on s'en fiche. Attendez, mais il ne faut pas s'en fiche du tout de ça, parce que ça, c'est ce qui va donner la résistance au seul antiviral qu'on connaissait à l'époque, c'est l'AZT. Et ça s'appelle les quasi-espèces, qui était un phénomène qui avait été décrit pour la première fois en 1979. Ça veut dire que dans le même échantillon, en réalité, les virus ARN n'arrêtent pas de muter, il y a à peu près 10-4 mutations par site, d'accord ? Et que donc se crée petit à petit une population virale. Et en réalité, ce qu'on vous donne, c'est ce que moi j'ai fini par appeler avec un de mes collègues ici qui avait de l'imagination, ce que j'ai fini par appeler le génome démocratique. Donc ce qu'on vous donne, c'est comme si vous disiez, il y a 5 ans, le président Macron a été l'élu unique. Non, il a été majoritaire. Ça ne veut pas dire qu'il est tout seul, il était majoritaire. Après, on lui dit c'est lui, mais après, pour les séquences, vous n'êtes pas sûr que c'est lui, hein, vous voyez ? Dans les séquences, il y a les autres aussi, d'accord ? Donc, on vous donne quand on vous donne une séquence, et c'est vrai pour toutes vos séquences. Si vous voulez regarder vos séquences, il faut que vous sachiez, c'est pour ça que je vous dis une séquence, c'est vrai, c'est la séquence majoritaire qui est vraie, la séquence démocratique. Derrière la séquence démocratique, il y a autre chose. Il y a, alors, sur l'ARN, il y a une erreur tous les 10-4, par 10-4, d'accord ? Toutes les 10 000 fois que vous reproduisez quelque chose, il y a une erreur. Sur la virus à ADN, en moyenne, c'est 10-6, c'est 100 fois moins sur l'ADN que sur l'ARN. Mais sur l'ARN, il y a beaucoup d'erreurs, d'accord ? Et donc, les virus ARN sont remplis d'erreurs, et c'est pour ça que c'est chez eux surtout qu'on a décrit les quasi-espèces. Et donc, vous voyez qu'ici, eh bien, vous pouvez repérer, d'accord, les quasi-espèces dont vous pouvez prédire que le patient va bientôt devenir résistant parce que la quasi-espèce existe déjà et qu'on le reverra si vous mettez la pression de sélection sur ce patient, eh bien, c'est la quasi-espèce qui va sortir. Donc vous pouvez prédire ce qui va se passer, qui a été l'objet d'un deuxième grand combat avec la NRS, c'est de dire il faut, quand les gens arrivent, avant de faire du protocole thérapeutique, il faut faire la séquence pour savoir s'ils ne vont pas devenir résistants aux antiviraux, parce qu'ils ont déjà la mutation avant qu'on commence dans les quasi-espèces. Et puis on a continué, alors ça c'était les deux premiers, vous voyez, on a continué. Après, il y a eu une grande révolution, c'est la Next Generation Sequencing, c'est arrivé pendant qu'on était en train de faire nos premiers génomes, et donc on a dit il faut se jeter sur ça. Il y a un papier qui était sorti dans Science au milieu de l'été, et puis la machine a été rachetée par Roche, et on a essayé d'avoir le premier en Europe, toutes spécialités confondues, de séquenceurs de type NGS. Et donc j'ai réussi à monter le projet, qui était cher, en associant, vous verrez, le CNRS, l'université et le Génoscope, qui était devenu une entité de séquençage grâce à mon ami Sirota. Et donc on a été les premiers en Europe à avoir un séquençage à très haut débit, qui permettait de faire plus de choses, et puis ensuite il y avait un junior ici, et puis ensuite les technologies se sont succédées. Alors ça c'était encore du Sanger, et puis on est arrivé à faire ici, ensuite on a eu les Illumina ici, et puis l'Oxford Nanopore, qui permet d'avoir des brins très très longs, et qui permet éventuellement d'avoir en moins d'une heure des premiers résultats si les séquences sont abondantes. Donc il y a eu une course en avant aux armements, vous voyez, puis le dernier, je en reparlerai, c'est le Novasec, c'est un grand Illumina qu'on a eu pour l'occasion du Covid qui permet de faire des centaines de séquences à très très haut débit en même temps.
Voilà, et donc au fur et à mesure, voilà les capacités de séquençage. Donc au départ, c'est du séquençage en plaques, et puis séquençage capillaire, et puis le séquençage à haut débit, et puis le séquençage en temps réel, et puis l'Oxford Nanopore. Merci à Philippe Colson de les avoir réorganisés. Alors, comment ça a commencé? D'abord, je vous ai dit, on l'utilisait pour faire de la taxonomie, c'est-à-dire on regardait les gènes communs pour comparer les bestioles entre elles. Et puis je vous rappelle qu'effectivement, en partie grâce à nous, avec le séquençage du CSS, c'est devenu un des marqueurs de la définition des bactéries. On a dit, voilà, quand on a 99%, quand on a moins de 99%, au début c'était 98,7%, eh bien ça veut dire qu'on a une espèce nouvelle. Maintenant c'est un peu dépassé parce que ça a été remplacé par justement l'analyse des génomes. Et nous on a appelé ça, avec Pierre-Edouard Fournier, la taxonomogénomique, c'est-à-dire qu'on ne peut définir une espèce, c'est ce que beaucoup de gens font parmi vous, on ne peut définir une espèce que par son génome, en comparant son génome des bactéries les plus proches. C'est comme ça qu'on arrive à le faire. Mais la première qu'on ait fait, c'est Escherichia connori. Premier point, je vous ai dit, les gens pensaient que la séquence, en dépit du fait qu'il y avait le génoscope était fait au départ pour séquencer et pour continuer la séquence de l'homme. Vous savez, en réalité, c'est des histoires qui sont très longues, ça. La France n'investissait absolument pas dans la séquence, mais heureusement, il y avait de grands chercheurs. Et ces grands chercheurs, nous avons eu collectivement une chance, c'est pour ça que de temps en temps, le bien naît du mal. On a eu la chance d'avoir un type vraiment fou à la tête de l'INSERM, un vrai dingue. Heureusement, en même temps, on nommait un très intelligent à la tête du CNRS. Le très intelligent, c'était François Koureski, le vrai fou, c'était Lazare. Et Lazare décide qu'il fallait virer tous les mecs qui étaient très bons s'ils avaient dirigé leur unité de recherche plus de 12 ans. Parce que c'est idiot, c'est bien 12 ans, 13, c'est mauvais, 11, c'est pas assez. Oui, c'est un truc d'idiot, personne ne croit à un truc pareil, à part que probablement, c'est les 12 mois de l'année qui font ça, il était lunaire, vous voyez, donc il croyait au rythme lunaire, et donc il avait transformé la politique française de la recherche en politique lunaire. Donc il a foutu dehors, écoutez bien, Jean Dossé, qui était le seul prix Nobel en activité du pays, et qui avait découvert le système HLA. Et donc, vous voyez qu'un type qui était un polytechnicien, qui n'avait jamais fait de recherche sérieuse, avait raison de dire, ouais, lui qui a le prix Nobel, qui a découvert le système HLA, on le fout dehors. L'autre n'était pas tellement content qu'on le foute dehors. Alors, et en plus, grâce au prix Nobel, il y a une femme très riche, norvégienne, je crois, qui a reconnu que les parents de Dossé avaient sauvé sa famille pendant la guerre. Et c'est les collectionneurs de tableaux. Et elle a décidé de lui faire un don considérable pour continuer à faire de la recherche. Et donc, pour continuer à faire de la recherche, oui, je ne suis pas le seul à être embêté. Hein, quand même. Il y a des gens encore plus extraordinaires hein, qui ont été embêtés à un point qui est difficile d'imaginer. Et donc, il décide avec ça, il prend deux jeunes, Daniel Cohen et Jean Fessenbach, et il décide de lancer le projet français sur la recherche du génome humain, à l'époque où il n'y a pas de recherche française sur le génome humain, où les Français ont déjà dit on a perdu la bataille, c'est les Américains qui vont gagner. Et ces deux jeunes, avec ça, ils créent le Centre humain du polymorphisme génétique, et l'INSERM et le CNRS refusent de le labelliser. Il était entièrement autofinancé, il se branche avec les gens qui font un appel d'offres qui va devenir le Téléthon, qui deviendra ultérieurement le Généthon, et ce truc est entièrement payé par de l'argent privé et fait la première grande révolution dans l'identification du génome humain, parce qu'au lieu de faire tout à la fois, il découpe par petits morceaux de manière à pouvoir réaliser les choses. Une énorme révolution scientifique qui va faire gagner 10 ans au génome humain grâce à des gens qu'on avait virés et qu'on a refusé de labelliser. Donc vous voyez qu'il ne faut pas croire que ces gens savent, hein, ils ne savent rien du tout, ils sont animés de on ne sait pas quoi, jalousie, beaucoup, irritation. Vous voyez, la légitimité du pouvoir contre la légitimité de l'intelligence. Vous voyez, c'est ça le débat, c'est jamais que celui-là. Et donc, toute la France était contre le séquençage, à part le Centre humain du polymorphisme, et puis l'État finit par s'en rendre compte, et puis mon ami Taubelem décide de financer ce Centre du polymorphisme avec sa tête Jean Fessenbach, qui devient le Génoscope. Et ce Génoscope fait un appel d'offres, et nous, on envoie notre petite bactérie, Escherichia connori, là, et on se fait virer la première fois, parce que celui qui
supervisé ceci, qui est un type qui a été foutu dehors parce qu'il trichait. C'est un tricheur, mais c'est un tricheur envoyé de l'Institut Pasteur, si vous voulez, qui évaluait notre truc. Il avait bidonné son CV pour passer à la classe exceptionnelle. Seulement, il y avait un plus jeune qui a regardé PubMed à côté de son CV, qui s'est rendu compte que la moitié des publications qu'il avait mis sur son CV, il les a jamais faites et jamais signées. Donc, et c'est lui qui jugeait tout. Alors, il prenait un air. Les gens, plus ils en savent, plus ils prennent l'air malin. Quand vous êtes malin, vous n'avez pas besoin de prendre l'air malin. Moi, je vous le dis. Méfiez-vous des gens qui veulent avoir l'air malin. C'est qu'ils ne le sont pas. Toujours est-il, on nous ferme la porte, on repasse par la fenêtre, ce qui est une chose qu'on a fait assez souvent. Et donc, on finit par s'allier avec Pascal Cossard de l'Institut Pasteur, et puis ça finit par passer, très bien. Et donc, on fait le génome de Rickettsia connori, et on fait 2 papiers dans Science, comme avec ce papier qu'on avait refusé de nous séquencer. C'est que là, ça faisait 1,2 million de bases. Hein. Quand vous voyez ce qui séquençait par ailleurs, c'était vraiment de la méchanceté, quoi. Et donc, ce papier est extrêmement cité parce que c'était le premier papier qui existait de génome comparatif. D'accord ? Et donc, on pouvait montrer comment un génome évoluait par dégradation successive, si vous voulez, ou par ajouts successifs. Donc, ça, c'est des ajouts, vous voyez ? C'est des morceaux d'ADN qui sont des tiges-boucles. Donc, tu vois, depuis le temps que je travaille sur des tiges-boucles, tu vois, qui étaient des gènes égoïstes. Il y en avait qui étaient à 300 copies. Donc, c'est une espèce de parasitisme interne qui était décrit pour la première fois parce qu'on pouvait le comparer à un génome qui était son cousin germain. D'accord ? Et puis ensuite, effectivement, on commence à se dégrader. Donc, on a pu, pour la première fois, décrire l'évolution génomique de bactéries. Quand on a fait Rickettsia connori, c'était une des 10 premières bactéries qui a été séquencée au monde. Hein, donc, il y a très, très peu de données. Et puis, donc, comme on était embêtés, on a demandé une deuxième fois... un génome, une bactérie encore plus petite. Je suis embêté parce qu'on a pris 1 an et demi pour la purifier. Donc, tellement elle était compliquée, une Ehrlichia. En plus, on savait que les gens essayaient de le faire aux États-Unis. Et pour 500 kilobases, ils nous ont dit non. Pendant ce temps, ils faisaient un verre qui faisait une centaine de millions de bases. Donc, si vous voulez, au bout d'un moment, on a dit non, on ne peut pas demander aux Parisiens, il faut le faire nous-mêmes. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'acheter le NGS Roche. Et quand on l'a eu, eh bien, en même temps, donc on a réalisé notre bactérie qui était Trophérima whipleyi. On a vu à ce moment-là, et c'est une question qui est très complexe chez les bactéries, qu'on ne regarde pas suffisamment, bien qu'on le sache, on l'a vu après, c'est qu'il existe des bébés différents quand vous vous reproduisez. D'accord ? Même si vous avez l'impression que c'est des jumeaux, ce n'est pas vrai. Et donc celui-là, on a perdu 1 an à comprendre pourquoi on n'arrivait pas à fermer le génome, parce qu'il y avait une forme complète et une forme incomplète. Et on arrivait, quand on faisait les PCR sur les 2 bords, on arrivait à avoir les 2, on n'arrivait pas à trancher jusqu'au moment où on a dit il y en a 2. Ce qui était un phénomène qu'on ne savait pas, on savait ça pour les plasmides, mais on ne savait pas que pour le chromosome, vous pouviez avoir dans la descendance 2 bactéries qui n'auraient pas le même chromosome parce qu'il y en a une qui aurait perdu un bout. Et ça, bien entendu, c'est toujours pareil, c'est du réassemblage entre morceaux génétiques qui sont communs. Mais du coup, ça nous a permis, en analysant le génome, tout simplement, de voir qu'il manquait la moitié des pathways des acides aminés et de créer un milieu artificiel pour pouvoir le cultiver. Ça, Rickettsia felis, ça a été une grande surprise parce que c'était la deuxième ou la troisième Rickettsia qu'on a séquencé nous entièrement. Pareil, on a eu des problèmes terribles à assembler. C'était la première bactérie intracellulaire, la première Rickettsia qui avait un plasmide. Il était écrit partout qu'elles n'avaient pas de plasmide. Parce que quand on ne sait pas, on dit qu'il n'y en a pas, mais c'est simplement qu'on ne sait pas. Donc on trouve un plasmide, mais ce plasmide, pareil, on a mis 1 an avant de comprendre. Heureusement qu'on avait Trophérima whipleyi. Le plasmide avait 2 formes. Une forme grande et une forme petite. Et les 2 formes coexistaient tout le temps. D'accord ? Donc c'était très intéressant. Et est-ce qu'en réalité, on pense que la forme qui est vraiment fertile, c'est celle qui a le grand plasmide, mais qu'à chaque génération, elle crée des formes à petits plasmides qui ne sont probablement pas aussi fertiles. D'accord ? Ce qui fait que vous repartez toujours de celle qui a le grand plasmide, mais à chaque fois, elle crée dans sa descendance des bactéries à petits plasmides. Mais pour comprendre ça à l'époque, je vous assure que il fallait travailler.
Ensuite, eh bien, on a trouvé un grand virus. On a commencé... Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Non. Ça alors. Voilà. On a trouvé un grand virus avec Bernard Lascola à partir d'une collection qui nous avait été donnée par les Anglais. On a trouvé ce grand virus. On a commencé à l'analyser en regardant la RNA polymérase. Et puis, avec Jean-Michel Clavry, avec qui je travaillais à l'époque, il m'a dit « Mais tu sais, on devrait faire le génome entier. Le mieux, c'est de faire ça. » C'était un virus qui avait la taille des rickettsi qu'on venait de séquencer. C'est ni plus ni moins. Ça fait 1,2 million. D'abord, c'est énorme. Personne ne savait que ça existait, les virus géants. C'est nous qui les avons décrits, et donc on l'a décrit, voilà, le génome de mimivirus. Et puis, ultérieurement, on a trouvé un autre virus qui était dans les amibes, qu'on a appelé Marseille virus. C'était la deuxième famille de Marseille virus. Et puis ensuite, avec Bernard, on a trouvé un petit virus associé à mimivirus, qui était le parasite de mimivirus. On ne savait pas qu'il y avait des parasites, des virus parasites de virus. Ça n'existait pas, hein, qu'on a appelé le virophage. Et ensuite, comme pour les bactériophages, donc on réfléchissait comme des bactériologistes. Hein. Et donc, comme pour les bactéries, on a dit, ben, tiens, c'est l'équivalent d'un bactériophage, c'est pour ça qu'on l'a appelé virophage. Et pour les bactériophages, vous savez bien ce qui était la plus grande découverte pour les bactériophages, eh bien, c'est les CRISPR. C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable d'empêcher les bactériophages de s'installer ou les plasmides de s'installer, et ça, c'est les CRISPR, d'empêcher l'ADN alien de venir s'installer dans le chromosome. Et donc, on a montré qu'il y avait la même chose chez les mimivirus, qu'on a appelé mimivir avec Bernard et Anthony, pour montrer qu'il y avait les mêmes, que c'est un process biologique généralisable en réalité, et pas unique autre. Et puis voilà, on est arrivé là, on avait des capacités de séquence qui étaient considérables, on a commencé à faire beaucoup de bactériologie, de taxonomie bactériologique, et puis est arrivée cette épidémie. Donc dans cette épidémie, on avait demandé au centre de référence de nous envoyer une souche, et ils n'ont jamais envoyé, bien que ce soit leur métier. Et donc on attendait désespérément de pouvoir avoir des souches. Enfin, on a une chance par rapport aux autres, c'est que comme on a tout sur place, dès qu'on a eu le premier cas, pof, on a isolé la culture, on l'a séquencée. Donc je vais vous dire que dans les potentiels conflits d'intérêts que j'ai, je suis en train de monter un conseil scientifique pour une société qui s'appelle Eurofin, et que j'ai un contrat avec Hitachi, dont on s'est servi ici. Donc je vous préviens que j'ai un contrat avec Hitachi, et donc l'idée c'était de montrer avec c'est Colson qui m'a suggéré de faire aussi rapidement que possible à la fois la séquence, la visualisation. Vous voyez que là, donc en l'espace de 2 heures, après le matin où j'ai su qu'il y avait ce virus qui était enfin arrivé, on a pu immédiatement avoir l'image de ça. Donc en quelques minutes, on avait l'image du virus. Et puis on a fait la séquence, en l'espace de 8 heures, on avait la séquence. Vous voyez, ici, vous voyez, en 40 minutes, le scanning électron, c'était 10 minutes. Et puis ensuite, la séquence Oxford Nanopore en 11 heures. Donc 11 heures après qu'on ait décidé, on avait la séquence complète du génome et on avait la photo en microscopie électronique. Donc le fait d'avoir tout sur place est une chose qui est absolument essentielle. Ouais. Parce que ça permet tout de suite d'avoir les données, et donc c'était notre première souche. Voilà. Ensuite, on a continué à faire des génomes, bien sûr, et puis à les regarder aussi. Et puis à regarder ce qui se passait. Et puis, moi, je suis extrêmement réservé sur notre capacité à prédire les choses. Je ne crois pas beaucoup qu'on prédise. Et donc, quand on regarde ce qui se passe dans le monde, moi, à l'époque, ce que disaient les gens, ce que disait l'État, c'était, écoutez, ce premier épisode d'épidémie va être suivi d'un rebond. Je ne sais pas ce que c'est les rebonds, mais en revanche, les virus ARN, j'ai une idée de ce que c'est. Et donc, les rebonds, je ne sais pas, l'épidémie s'arrête en mai-juin.
Puis on voit plus de cas, et moi je continue à regarder les cas de mon tableau de bord là, tous les jours, et puis on voit que ça recommence à partir fin juillet. Donc je reviens, puis on commence à regarder, on séquence ça, et on trouve un premier virus nouveau, qui est un virus qui venait, je vous le remontrerai, qui venait de l'ouverture des bateaux sur l'Afrique du Nord. Et on va revenir des gens d'Afrique du Nord avec un virus qui est nouveau et qui donne une petite épidémie. Ce virus c'est un des plus bénins qu'on a eu, un des moins dangereux. Et puis il va s'éteindre tout seul, il ne va pas déborder au-delà de ça. Donc c'est celui qu'on va appeler Marseille 1. Puis ensuite on va voir apparaître un autre, et je vais vous en parler un peu plus longtemps, qui était le 4e qu'on trouvait ici. Le Marseille 2, c'est celui-là, c'est celui qui venait d'Espagne. Il a commencé en Espagne, on ne sait pas quelle est la source, mais il venait d'Espagne, il a explosé en Espagne, vous voyez, c'est le jaune, et il a été assez fréquent en Grande-Bretagne et au Danemark. Celui-là, il est né ici. Il est made in France, le 4. On va voir d'où il vient, mais il est made in France. Et on le voit, c'est lui qui a donné la première grande épidémie, et en plus, il était plus mortel que les autres. C'est vraiment... On va essayer de le comprendre après, et ça, c'est toutes les données de J7 qui sont mises en figure par Oxford. Donc vous voyez ici en réalité, et on commence à dire, écoutez, il y a des variants. Alors c'est intéressant parce que le virologue référent du conseil scientifique dit, il n'y a pas de mutants, je dis c'est des mutants, puis après c'est des variants, pour essayer de définir ce que c'est. Le ministre aussi dit il n'y a pas de mutation. Je ne sais pas pourquoi il disait ça, parce qu'il ne sait pas ce que c'est pas son métier, il faut laisser ça aux professionnels. Et donc, en pratique, au début, les gens disent, alors, vous savez, c'est des vagues de la même épidémie, mais en réalité, ça n'a rien à voir, vous le voyez ici, vous voyez, c'est des virus différents. Voilà. Ce n'est pas les mêmes choses. Ils n'ont pas la même gravité, ils n'ont pas la même épidémiologie, ils n'ont pas la même distribution, ils ne seront pas dans les mêmes pays. Et donc, on voit arriver ici, donc je vous ai dit, le 1, qui vient d'Algérie. Après, on se rend compte, en ayant des séquences de nos collègues d'Afrique subsaharienne, qui vient d'Afrique subsaharienne, donc les mutations commencent à apparaître au Sénégal, en Côte d'Ivoire, et puis ensuite, on les voit en passant par la Mauritanie, en Afrique du Nord, et ensuite, on les voit venir par bateau ici. C'est les épidémies, c'est comme ça circule par les moyens de transport. Donc on sait bien, ici en particulier à Marseille, que les épidémies sont arrivées à l'époque par les bateaux, puis après ça arrive maintenant par les avions, ou ça arrive, mais les bateaux ça continue. Mais elle ne va pas bien loin, puis il y a celle-là, dont on mettra longtemps à comprendre d'où elle vient, mais assez précocement émerge la possibilité que ce soit lié au vison. C'est-à-dire qu'en mai-juin, les Hollandais et les Danois rapportent qu'il y a une épidémie dans les élevages de visons. Je ne savais pas qu'il y avait autant de visons, hein, honnêtement. Il y avait 17 millions de visons au Danemark. Je ne savais pas qu'il y avait autant de visons. Mais ils rapportent ça. Ils rapportent que les infections chez les visons sont capables de donner des infections chez les humains et qu'il peut y avoir des cas secondaires dans les familles de gardiens de visons. Et donc on sait que ça peut être une maladie humaine depuis ce moment-là. Donc ils commencent à abattre tous leurs visons, au Danemark et en Hollande. En France, au départ, les visons ne sont pas surveillés. Ils commenceront à être surveillés quand il y aura des visons malades en novembre. Et là, il y a un premier élevage de visons, qui est en Eure-et-Loire, qui va être abattu parce qu'il y a des cas positifs. Mais nous, on pense depuis ce moment-là, parce que nous, il y a une épidémie qui repart ici, et puis il y a une épidémie qui repart juste à côté de Paris. Et nous, on pense que c'est l'élevage d'Eure-et-Loire qui donne cette nouvelle épidémie. Et que donc, c'est passé de l'homme au vison et du vison à l'homme. Mais on attend les séquences avec une grande appétence, mais ils ne nous les envoient pas à nous, sans peur qu'on le dise tout de suite. Et là, je ne sais pas quelle est la raison, peut-être des raisons plus... Mais il faudra 3 mois et demi pour qu'on ait la séquence. Ouais. Prélevée chez les visons. Après l'abattage complet de tout l'élevage de visons. Pour avoir une séquence qui va tomber, bien entendu, en plein milieu de ce groupe-là. Et depuis, c'est-à-dire 1 an et demi après, on aura les 11 autres séquences obtenues là-dessus, qui tombent toutes là-dedans. C'est que le 4. Donc nous, on écrivait depuis le départ, écoutez, cette épidémie-là, c'est une épidémie d'aller-retour de zoonose, c'est-à-dire que les humains ont infecté
les visons. Ça a circulé chez les visons à une vitesse folle et ils nous ont renvoyé des variants qui nous ont donné cette épidémie énorme. On ne comprenait pas, mais je vais vous l'expliquer après, pourquoi cette épidémie était biphasique à la différence des autres. Celle-là aussi est biphasique, on est en train de regarder. Ce qui était étonnant, parce que usuellement, ces épidémies, je vais montrer pourquoi, elles ont une forme comme ça en courbe de Gauss. Et puis il va y avoir, ça c'est le Yucca, voilà. Après il ne faut plus l'appeler Yucca, mais enfin on connaît comme ça. Ça c'est celui d'Inde, et puis ça c'est le premier Omicron, et ça c'est le deuxième Omicron. Et alors ce qui est étrange, vous voyez, c'est, je ne sais pas pourquoi, pour ces épidémies, dans la plupart des cas, c'est un clou chasse l'autre. On a l'impression qu'une épidémie n'arrive pas à s'installer tant que l'autre n'a pas fini son cycle. Et ça alors, je peux vous dire, je ne sais pas pourquoi, du tout. Je n'ai même pas d'hypothèse, j'en sais rien du tout. C'est étrange. Voilà. Et donc, ça donne des séquences. Et donc, on a demandé à la dessinatrice avec qui on travaille de nous représenter ça, ce qui s'était passé à Marseille. Ce qu'on a vu ici, toutes les séquences que je vous présente, c'est les nôtres. Hein, c'est celles qu'on a fait ici. On a fait 50 000. Hein. Vous voyez, ça c'est le premier, c'est Wuhan. Il y a 1932 cas. Ça vous montre la hauteur de la vague qui arrive. Vous voyez. Et puis, quand elle est en train, elle finit, elle, complètement, impression que c'est fini, et puis hop, on voit une petite qui apparaît, et puis elle s'arrête presque tout de suite, et puis il y a Marseille 4 qui apparaît, alors celle-là est monstrueuse, ouais. On a l'impression qu'elle va s'arrêter, et puis pof, elle repart. Hein. Et ça, vous voyez, la Terre, elle a mis les couleurs de la Terre pour déterminer la saison, vous voyez, là, on est à l'automne. Et puis, il y a les Anglais qui arrivent. Généralement, ils viennent pendant l'été, mais enfin là, ils sont venus pendant l'hiver. Il y a le Sud-Africain qui est derrière, mais qui ne va pas s'implanter. Le Brésilien qui est derrière, mais qui ne va pas s'implanter. Ouais. Et puis après, il y a l'Indien qui arrive. Hop, pendant que l'Yucca est fini, vous voyez, il y a une espèce de trou. Et puis ça y est, l'Indien arrive. Il va donner une épidémie considérable, Delta, vous voyez, qui va piquer, qui va donner un pic considérable. Voilà, ça c'était jusqu'à ce que l'on ait les Omicron. Voilà. Alors, si on regarde maintenant dans les séquences, alors on s'est beaucoup concentré sur Marseille 4 parce qu'on a 10 000 séquences. Ça c'est Made in France. On a les tout premiers cas et on a les derniers cas. Donc on a toutes les données, on peut vraiment travailler là-dessus. Et donc, quand on regarde ça, vous voyez qu'en réalité, il n'y a pas une seule... Déjà, on voit qu'il y a 2 épidémies. On pensait que c'était une, déjà il y en a 2. Et dans ces épidémies, là, ça c'est le deuxième pic que vous voyez, c'est ce qu'on appelait le 4B, vous voyez, qui se passe ici, toc, 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 et puis quand celui-ci commence à disparaître, celui-ci s'impose et devient incroyablement fréquent. Alors, ce qu'on voit ici, nous, notre conclusion de ça, c'est assez intéressant, c'est qu'en réalité, vous avez ici des mutations qui apparaissent et qui favorisent une nouvelle micro-épidémie. D'accord ? Tout ça, à chaque fois que vous avez un embranchement comme ici, vous voyez, hop, cette micro-épidémie a été déclenchée parce qu'il y a des mutations ici, qui sont des mutations bénéfiques pour le virus. Pour nous, c'est pas tellement bon, mais pour le virus, c'est des mutations bénéfiques. Là aussi, vous avez des mutations bénéfiques. Et puis, quand vous avez une nouvelle micro-épidémie qui est apparue avec un variant ou un sous-variant, ou un sous-sous-variant, ou un phylum, comme vous voulez l'appeler, nouveau, eh bien, petit à petit, vous voyez qu'il y a une dispersion qui se met en place. Celui-là, c'est vraiment très joli. Et cette dispersion, elle est due au fait qu'il y a des mutations nouvelles qui apparaissent, mais qui ne sont pas bénéfiques. Et donc, on peut calculer combien de mutations peut supporter une nouvelle épidémie avant de disparaître. Ils mutent tout le temps, on vous l'a dit. Et donc, au bout de 7 mutations à 8 mutations en moyenne, les virus disparaissent. Ils sont éparpillés en éventail, vous voyez, et ils disparaissent. Ce n'est pas un clone qui est sélectionné. On n'arrive pas à sélectionner un clone. Ce clone qui apparaît au départ, vous voyez que petit à petit, il se disperse. Et là, vous voyez qu'il est tellement dispersé qu'ils n'arrivent plus à s'implanter. D'accord ? Et donc, vous avez des mutations bénéfiques à la racine, et des mutations qui sont inutiles, pas létales, sinon vous n'avez plus rien, inutiles, qui en s'accumulant, petit à petit, vont faire que le virus va disparaître. Et ça,
ça va déterminer la durée de l'épidémie. Puisque ces virus, je vous l'ai dit, ils mutent tout le temps, et en pratique, ils ont une mutation tous les 15 jours. Et tous les gens qui ont regardé ont trouvé ça. Et donc, ça veut dire que si vous supportez 7 à 8 mutations, eh bien, votre épidémie va durer 3 mois et demi. Et c'est ce qui se passe en général. D'accord ? Donc, chaque nouvelle épidémie, avec un clone qui aura permis une mutation bénéfique, va durer 3 mois et demi. Et donc, bien entendu, là, vous en avez une qui disparaît, qui est remplacée par celle-là, qui va durer 3 mois et demi, pareil. D'accord ? On a regardé avec... il y avait un papier magique qui avait été fait par Moya, qui est un chercheur qui travaillait sur un modèle expérimental de souris. Donc, tu vois, de temps en temps, il y a des modèles expérimentaux qui sont utiles, hein, Pierre. Je ne dis pas que du mal des modèles expérimentaux. Et donc, il avait montré ça en disant, j'estime, chez ce virus de la souris, qu'il y a une mutation favorable toutes les 250 mutations, et 250 mutations qui servent à rien ou qui sont plutôt nuisibles. Et donc, Anthony Levasseur s'est mis au travail là-dessus et il trouve pareil. C'est-à-dire, pour ce qu'on appelle les mutations favorables, c'est celles qui sont à la racine d'un clone, d'accord ? Les mutations inutiles, c'est celles qui n'ont pas de descendance, d'accord ? Et on trouve la même proportion que ce qu'il avait décrit, c'est-à-dire qu'il y en a une sur 250 qui va initier quelque chose, et les 250 autres, bien sûr, les 250, ce n'est pas juste un clade, c'est tout ça. Tout ça, c'est inutile. Et donc, la proportion, vous voyez, de ce qui est utile pour le virus et ce qui n'est pas utile pour le virus, c'est incroyablement différente. Et donc, vous comprenez pourquoi ces virus disparaissent. C'est parce que cette accumulation de mutations qui ne sont pas corrigées, petit à petit, le rendent de moins en moins efficient, de plus en plus dispersé, et donc les épidémies s'arrêtent. D'accord ? Sauf si apparaît à un moment ou à un autre endroit une mutation favorable qui permet la réapparition d'un nouveau variant qui va donner une nouvelle épidémie qui sera une autre maladie. D'accord ? Et ça, bien sûr, on a regardé avec Anthony, bien sûr, on connaît déjà cette histoire. C'est la grippe. C'est exactement comme la grippe, ce qui se passe. En réalité, la grippe, ce qui se passe, si vous en avez tout le temps, vous appelez ça la grippe, mais ce n'est pas la grippe. Déjà, il y a 3 grands variants, le B, et dans le A, le H1N1 et le H3N2. Mais en réalité, c'est plein de sous-variants là-dedans. D'accord ? Et donc, ce qui se passe, c'est la raison pour laquelle, quand on réfléchit, mais ce qui n'est pas commun, au cours d'une épidémie, on dit, écoutez, on va voir ce qui s'est passé avant, comment on fait ? Alors, comment on fait un vaccin pour un truc comme ça ? On prend les souches qui ont circulé les dernières. Donc nous, très souvent, notre vaccin contre la grippe, il est pris des souches qui ont circulé soit l'année dernière ici, soit dans l'hémisphère sud. On fait une soupe avec ça et on nous vaccine avec ça en disant, écoutez, il y a un peu de chance que le virus qui va arriver ressemble à ça, parce que c'était les derniers apparus ou les derniers qui circulaient. Et vous avez bien vu, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Donc, parce qu'il y a un nouveau variant ou parce que ces virus sont coquins, ils n'arrêtent pas de changer. Et donc vous voyez ici, alors ça a répondu, ça c'est merveilleux, je remercie beaucoup Jérémy d'avoir fait Anthony d'avoir fait ce travail, d'ailleurs avec Jérémy sans doute, c'est que ça répond à la question de pourquoi la grippe ça dure moins longtemps. Les épisodes de grippe, vous avez vu les épisodes de Covid, c'est plutôt 3 mois et demi, 4 mois. Et les épisodes de grippe, c'est plutôt 1 mois et demi. Et pourtant, leur taux de mutation est le même. C'est une mutation tous les 15 jours. Eh bien, c'est parce qu'elle en supporte que 5 ou 6, elle. Au bout de 5 ou 6, probablement, parce qu'à l'état d'évolution du virus de la grippe, qui a plus de 100 ans, 120 ans, peut-être 150 ans, eh bien, sa capacité à supporter ces mutations inutiles est probablement moins grande, et donc les clades durent moins longtemps. Ouais, c'est probablement ce qui va se passer avec le coronavirus, si ça se passe comme ça s'est passé sur la grippe ou sur les autres coronavirus endémiques. Au fur et à mesure, ces virus ont une capacité à durer dans le temps qui est probablement plus faible. Vous voyez que ça dure beaucoup moins longtemps que tout ce que vous avez vu jusque-là. C'est-à-dire que ça supporte moins de mutations inutiles que n'en supportent les coronavirus. Alors, pour revenir en arrière, parce que toutes ces réflexions sont venues sur des réflexions qui n'avaient rien à voir, mais simplement on avait du savoir accumulé sur d'autres choses qu'on a qu'on a utilisé, en plus avec nos nouveaux venus, à réfléchir. Avec Vicky,
on s'était beaucoup intéressé, toujours avec Rickettsia felis, à essayer de comprendre. On avait un débat tendu avec nos collègues américains pour savoir si cette bactérie était une bactérie d'un de deux grands groupes de Rickettsia. Un qui s'appelle la Rickettsia du typhus et l'autre qui s'appelle la Rickettsia des tiques. Et elle est transmise par les puces. On ne sait pas trop d'où elle venait. Et c'est devenu un conflit à telle enseigne que les gens avaient fini par dire, écoutez, c'est un groupe intermédiaire entre les deux groupes. Donc on a regardé, nous, très précisément, en particulier parce que Rickettsia felis vit dans les puces, et elle peut vivre dans les puces en même temps qu'une autre Rickettsia, qui est très proche de la Rickettsia du typhus, celle du typhus murin, et donc dans les puces de souris, vous pouvez avoir les deux. Et ça, si vous pouvez avoir deux bestioles dans le même site, commence l'échange des gènes. C'est le début. Voilà. Et donc là, il faut vous sortir de la vision taxonomique et évolutive darwinienne, parce que ça n'existe pas. L'évolution darwinienne que Darwin a décrit, vous vous rappelez, en passant aux Galapagos, c'est quand vous avez des individus isolés. Ils ne peuvent pas avoir d'échange avec les autres parce qu'ils sont tout seuls. Chez les microbes, c'est pareil. Un microbe qui est tout seul, en particulier dans une cellule, il ne peut pas échanger de gènes. Mais là, on avait l'évidence qu'il y avait ces deux Rickettsia qui pouvaient vivre dans la même cellule et dans le même hôte, la puce. Et donc on a montré ça. Et ce qu'on a vu, c'est que si vous regardiez non pas les gènes, parce que les gènes, c'est une conception de la séquence qui est humaine. Ce n'est pas une vérité biologique, le gène. C'est une séquence qui éventuellement sert à quelque chose. Et si au lieu de regarder les gènes, vous regardez les séquences, vous regardez des bouts de séquences 50 par 50, là vous voyez que waouh, ça n'arrête pas de se mélanger. Et vous tombez sur un nombre d'échanges qui ne sont pas du transfert latéral de gènes, qu'on regardait jusqu'à ce moment-là, je crois qu'on a été les premiers à couper ça en morceaux, mais de l'échange latéral de séquences. Donc quand il l'échange, vous voyez, c'est un truc, il faut toujours lutter contre la bêtise de l'homme qui croit comprendre. Quand vous pensez, les bactéries n'échangent pas des gènes, il n'y a pas une tiens, tu veux pas que je te file un gène, c'est idiot. Ils balancent des séquences. Les séquences se réarrangent en permanence. Et parfois, si elles servent à rien, vous avez tous les mécanismes qui font, dans les CRISPR, qui font que on fout ça à la poubelle. Si elle sert à quelque chose, les morceaux qui servent à rien, parce que parfois on vous donne un bout de gène qui remplace un autre bout de gène, dans le même gène. Et ça, si vous ne regardez pas dans le détail des gènes, vous ne le voyez pas. Parfois, elle vous donne un morceau, et donc on avait calculé ça très précisément. Et en réalité, bien sûr, plus c'est grand, plus c'est rare. Donc des morceaux de 50 bases, on n'est pas descendu en dessous de 50 bases parce que ça a commencé à devenir compliqué, c'est le phénomène, ça représente 50% des échanges génétiques, c'est moins de 50 bases. D'accord ? Mais parfois, vous avez des morceaux de séquences qui sont plus grands que des opérons. Énorme. Mais au bout de quelques générations, la bactérie va se débarrasser de tout ce qui lui sert à rien, parce que c'est le grand aphorisme, use it or lose it. Si vous n'en servez pas, débarrassez-vous-en. Et c'est ce que fait le vivant. D'accord ? Et donc, on avait cette notion-là, qu'en réalité, tout recombine tout le temps. Il suffit de les mettre ensemble. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec... eh bien, on s'est rendu compte quand même en France, à partir de ce moment-là, c'est le président qui s'est rendu compte que la France était le dernier élève de la classe pour ce qui était des séquences génomiques, et que nous qui en séquencions, l'histoire est la même depuis 20 ans. Hein. Et donc, il pousse un coup de gueule, et il dit, maintenant, ça suffit, séquencer. Bon. Et donc, cette fois, il nous dit, attention, ne restez pas en dehors de la boucle. Enfin, très bien, donc nous, vous donnez à séquencer, on séquence. Donc, on séquence, c'est Pierre-Édouard Fournier qui est responsable de cette plateforme. On a un Novasec et capacité de séquençage monstrueuse, on est content. Et on fait de la séquence. Alors, les autres font de la séquence aussi, mais je ne suis pas sûr qu'ils sachent toujours qu'en faire, parce que c'est un travail. Après, les analyses, on peut les faire, mais après, il faut les analyser. C'est pas juste de faire des séquences. Mais lui, ce qui l'irritait, regardez les chiffres, il voyait qu'on faisait moins de 10% de ce que séquençaient les Anglais. Alors bon, c'est vexant. On dit quand même, ils ne sont pas plus riches que nous, ils ne sont pas plus nombreux. Pourquoi ils travaillent, nous on ne travaille pas? Donc, il avait un vrai marqueur qui est compréhensible pour un politique, qui est de dire pourquoi est-ce que vous ne faites pas de séquence, quoi, hein. Et comme on a rapidement vu que c'était surtout nous qui faisions les séquences, il a dit, attendez, pourquoi ils font les séquenceux et vous ne faites pas vous les séquences? Du coup, vous ne voyez pas les variants quand même.
Alors, ce qui était embêtant, parce que c'est venu ça avec l'histoire que nous, notre variant, pendant un an, on était seul au monde. Moi j'ai inventé le mot variant pour ça. Hein. On est parmi les premiers à avoir inventé le mot variant pour le Covid. Mais les Anglais ont fini par réinventer le mot variant. Je n'ai pas mis de propriété intellectuelle dessus, je le regrette parce que c'est très utilisé maintenant. Mais quand ils ont vu qu'ils avaient un variant parce qu'ils séquençaient sans arrêt, donc le président a gueulé en disant « Mais pourquoi nous on ne les voit pas et puis vous dites qu'il n'y a pas de variant ?» Et puis le seul qui dit qu'il y a des variants, c'est le seul qui séquence. Bien sûr, parce qu'on regarde les séquences. Ouais. Mais en séquençant, on va voir plusieurs choses. Alors, pour commencer par les premiers. Alors celui-là, voilà. Ça c'est le premier, c'est avec Émilie qu'on a fait ça. Non, c'est pas le premier. Voilà, c'est celui-là. C'est celui-là qu'on a fait avec Émilie, hein, Colson, oui. C'est celui-là. Alors ça, c'est un patient qui va être malade pendant un an. Alors c'est les conditions les meilleures ou les pires pour pouvoir avoir des recombinants. Je veux dire, pour avoir un recombinant, il faut avoir 2 virus, hein, il faut avoir 2 bestioles. Bien sûr, sinon c'est les mutations en fait, mais pour avoir un recombinant. Et donc là, vous avez un grand immunodéprimé qui va être malade pendant un an, qui va recevoir tous les traitements possibles et imaginables. Donc ils vont faire, je vous montrerai comment on sélectionne les quasi-espèces là-dedans. Bien sûr, si vous mettez des traitements, plus éventuellement des agents mutagènes, plus vous avez des recombinants. Et là, on va avoir l'histoire d'une recombinaison qu'on va pouvoir observer étape par étape entre le 4 et le UCAR, c'est ça? Et donc vous voyez qu'à la fin s'établit un virus qui est un virus recombinant des deux. Il va être isolé, cloné par Bernard Ascola, il est vivant. Et donc on a un hybride. Ça y est, ça a été notre premier, et puis l'histoire des hybrides a commencé à sortir pendant qu'on était en train d'écrire ça. On a un hybride qui est né dans des conditions extrêmes, et après le devenir de ces hybrides, bien sûr, on ne le sait pas. Et puis on a un deuxième hybride qui était, alors on s'est disputé parce qu'on l'a publié assez rapidement, qu'on a appelé Delta Micron, qui a été observé par d'autres en même temps que nous, mais nous, bien sûr, on l'a fait comme d'habitude, on l'a cultivé, on l'a séquencé, on a regardé. Et là, pour la première fois, vous allez voir, on a fait quelque chose avec Philippe Colson que vous n'avez pas l'habitude de voir. Vous voyez, en réalité, ce virus, comme celui d'avant d'ailleurs, c'est une insulte à Pierre Pontarotti. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire un arbre avec ça. Vous n'avez pas le droit de faire un arbre. Un arbre, ça suppose, ce qui était darwinien, il a changé depuis parce qu'on peut s'améliorer. Hein. Ça fait 20 ans que je l'embête avec Darwin. Donc, si je ne l'embêtais pas, il serait malheureux. Pour pouvoir faire un arbre, il faut être ce qu'on appelle monophylétique, c'est-à-dire avoir une seule origine. Vous ne pouvez pas... Et un arbre, c'est immédiatement contre-intuitif. Si vous regardez ce que vos ancêtres sont, vous voyez bien que vous n'avez pas une origine unique. Vous avez au contraire, tout ce que vous savez de vos ancêtres, c'est que vous en avez de tous les bords. D'accord ? Partent de tous les côtés. Plus vous allez profondément, plus vous serez surpris du mélange que vous représentez. Donc l'idée que les vivants sont monophylétiques est une idée qui est immédiatement fausse. Alors peut-être qu'après, à la fin, ça se rejoint, mais en réalité, c'est pas vrai. Vous savez qu'on a des virus intégrés, on a des rétrovirus intégrés. Tout ça n'est pas vrai. C'est une vision de l'esprit du 19e siècle qui était déjà fausse à l'époque. Mais vous voyez bien que là, on ne peut pas dire, écoutez, je vais vous faire un arbre avec un mélange, ça là, qui est devenu un bout du delta, un bout du omicron. On ne peut pas. Vous voyez, c'est pas possible, on ne sait pas le faire. Vous voyez, donc vous voyez que là, vous avez le omicron, et là, vous avez le delta, le omicron, et là, vous avez le delta. Et donc, si vous faites un arbre avec ça, vous trichez. Vous n'avez pas le droit. Donc, ce qu'on a fait pour la première fois, c'est de dire, écoutez, on ne peut pas faire un arbre avec tout ça, donc on va faire 2 arbres. On fait un arbre pour caser le morceau du omicron dans un arbre de omicron, et un arbre pour caser le morceau du delta, qui est un arbre de delta. D'accord ? Et donc,
vous avez 2 arbres vrais, mais ça veut dire que vous ne pouvez pas représenter ce virus avec un seul arbre, parce que vous trichez. Et vous savez que vous trichez. Quand vous ne le saviez pas, ça allait bien. Mais là, vous le savez. Vous voyez ? Parce que c'est de la recombinaison. Donc ça a des origines qui sont différentes. Donc ça, on a regardé, alors ce delta Omicron, il a un intérêt phénoménal, intellectuel au moins, dont je vous parlerai, parce que il va nous expliquer un certain nombre de choses pour ce qui marche et ce qui ne marche pas avec les vaccins, avec les variants. Et puis celui-là, c'est le dernier, c'est très intéressant. C'est un mélange entre dans le Omicron B1 et B2. Donc vous avez ce morceau-là du B1, ce morceau-là, ça c'est le B2, et il se passe une chose, c'est que cette partie-là du virus est une partie du virus extraordinairement intéressante parce que les coronavirus pathogènes ont pratiquement tous ce morceau-là à la fin du virus. On ne sait pas très bien à quoi il sert. Ça, après, sauf les immunologistes qui ont une opinion, mais en dehors des immunologistes qui ont une opinion, personne, et tout le monde pensait que c'était nécessaire parce qu'il avait tous les virus humains, les coronavirus humains longs, les coronavirus d'animaux longs, et donc on pensait que c'était indispensable jusqu'au moment où il y en a un qui l'a pas et qui se balade exactement comme les autres. D'accord ? Donc c'est pas vrai que c'est indispensable. Et globalement, on n'est pas bien sûr de ce qui est indispensable sur un virus qui fait un saut comme ça d'espèces, on ne sait pas. Il peut perdre beaucoup de choses parce qu'en réalité, il y a des choses qui lui servaient dans sa niche écologique antérieure qui ne sont pas nécessairement utiles chez l'homme. Et donc il peut perdre des bouts, c'est ce qu'on voit en fin d'évolution. Mais en tout cas, ce morceau-là, il va le garder. Et donc, le nouveau BA2 l'a pas, et on voit arriver un BA2, BA1 qui a repris ce morceau. Et ce morceau-là, lui-même, il vient d'un arthropode. Donc il y a un coronavirus qui a piqué un morceau de séquence chez des arthropodes. Ce coronavirus a permis la diffusion des coronavirus dans un nombre incroyable, chez un nombre incroyable d'animaux, d'espèces incroyablement diverses. Donc nous aussi, on pense bien qu'il sert à quelque chose quand même, parce que si c'est vrai que quand il ne sert à rien, il disparaît, il sert bien à quelque chose. Mais peut-être qu'il ne sert pas tant que ça chez l'homme, si maintenant le BA2 est en train d'exploser à ce point-là, peut-être qu'il y a quelque chose dans la transmission, peut-être qu'il y a quelque chose qui fait que chez l'homme, il n'est pas si nécessaire que chez les autres, puisque chez nous, il y a la dernière épidémie en cours, il a disparu, alors que chez tous les autres qui avaient été séquencés, il était possible. Donc vous voyez qu'il ne faut pas trop faire de conclusions rapides avant de voir les choses se passer et les observer. Vous voyez, là, vous voyez, si vous essayez, là, quand vous essayez de faire les séquences, si vous ne séparez pas les séquences des deux gènes, des deux génomes de trucs, vous ne pouvez pas le voir. Ensuite, les quasi-espèces, c'est un travail qui est en cours que fait Philippe avec Ascola. Je remercie de m'avoir prêté ces diapositives. Eh bien, vous revenez sur HIV. C'est la même chose que ce que vous présentez au départ. Bien sûr, puisque vous avez sans arrêt des mutations. Dans ces mutations, il y a des virus qui s'imposent et qui vous lisez, et tout ce que je vous ai montré, bien sûr, est faux. Hein, pour que ce soit simple, il faut que ce soit faux. Ce que je vous ai montré comme séquence, ça n'est que des séquences démocratiques. C'est le résultat de lundi, si vous voulez. Ça ne préjuge pas de tous les candidats qu'il y avait avant. Et de tous les candidats qu'il y avait avant, vous ne savez pas celui qui va s'imposer à la fin. D'accord ? Nous, on dit à la fin, voilà, on présume que les plus fréquents, c'est la séquence qui va s'imposer. Mais des fois, ce n'est pas vrai. Hein ? D'accord ? Là, on en est au primaire ou au premier tour, si vous voulez. Vous voyez ? Donc moi, je vous représente là, ce n'est pas le résultat de l'élection à la fin. Vous voyez ? C'est au début les candidats. Dans les candidats, il y a celui qui est majoritaire dans les sondages, d'accord ? Mais ça ne veut pas dire que c'est lui qui va arriver. Hein ? En particulier parce que, oui, dans les quasi-espèces, et je remercie encore de cette image, vous voyez, vous avez ici des quasi-espèces qui se fabriquent en permanence, et puis vous avez des phénomènes extérieurs qui vont promouvoir ou arrêter
des virus dans cette quasi-espèce. Il y en a une qui est l'évolution naturelle dont je vous ai parlé. Dans ces espèces, dans les variants, il y en a qui vont épuiser leur capacité à se multiplier parce qu'ils auront accumulé des mutations qui sont inutiles. D'accord ? Et donc, à l'intérieur, il ne faut pas préjuger de l'avenir. Il y a une quasi-espèce qui est toute là, qui est cachée, qui fait peut-être 1% de l'espèce que vous voyez, mais comme l'espèce dominante est en train de s'épuiser, il est possible qu'elle ressorte. Nous, quand on regarde les séquences de cette nature-là, on voit qu'il y a des variants qui sont nés 1 an et demi avant que vous ayez l'épidémie. Donc ils existaient comme quasi-espèces. Hein. Simplement, on voit, si on regarde la phylogénie, on voit que c'est très ancien. Mais pendant très longtemps, hop, c'est resté comme quasi-espèce non lisible. Et puis, pour une raison ou pour une autre, on lui a laissé de la place, où les conditions ont changé, où l'environnement a changé, et cette quasi-espèce est devenue le variant dominant. Voyez ? Et donc, qu'est-ce que c'est qui peut le faire ? Et donc, 1, on fabrique des quasi-espèces, 2, on échange des quasi-espèces, et vous voyez, qu'est-ce qui va le changer ? Le vaccin et les drogues, bien sûr, si vous faites un vaccin en plus de ça spécifiquement sur une zone, eh bien, tous ceux qui n'ont pas cette zone, ce qui est un peu le cas de Omicron, vous voyez, bien sûr, ils vont se multiplier, parce que si vous êtes protégé contre cette zone pour 90% des virus circulants, ben c'est ceux qui ne l'ont pas qui vont se mettre à circuler. Puis vous avez ce que je vous racontais tout à l'heure, vous voyez le passage chez les animaux, là vous passez chez le vison, hop, et puis le vison il vous le rend, hein. D'accord ? Il multiplie, chouk, il fait une machine à faire des virus, quelques milliards, et puis il vous les rend, vous voyez. Et donc tous ces éléments-là, et puis le changement environnemental, la saison, on ne comprend rien hein, au rôle de la saison, de l'humidité, de la chaleur, des autres virus, des bactéries qui vont avec. Nous, on a vu qu'en fonction du variant, on n'avait pas le même environnement bactérien dans les prélèvements rhinopharyngés. C'est incompréhensible. Donc tous ces éléments-là sont des éléments qui vont favoriser tel ou tel mutant ou tel variant qui, dans cet environnement de virus dans lequel il n'y a pas un virus, il n'y a pas un phylotype, mais il y a une quantité de virus, une quantité de quasi-espèces. Ce qu'on savait pour les gens qui regardaient les séquences depuis l'époque du sida. Vous voyez que nous, on décrivait les quasi-espèces en 95 ou 96. Vous voyez. Donc, on savait ça. Et les variants aussi. Donc, c'est un phénomène des virus, en particulier des virus ARN. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire.